Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Eric Manirakiza. Bonsoir et bienvenue dans Focus Sahel pour une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les multiples facettes de la vie au Sahel. Au menu ce soir, le régime des généraux au pouvoir à Niamey rejette l'accord de coopération militaire passé avec les États-Unis en 2012, affirmant que la présence américaine est illégale. La crise sécuritaire au Burkina Faso perturbe l'exportation du bétail. Un reportage de notre correspondant Gilles Dasda dans la boucle du Mouhoun révèle des difficultés croissantes d'accès à la viande bovine. La situation sécuritaire s'aggrave au Nigeria avec une vague d'enlèvements, y compris celui de plus de 200 écoliers. C'est notre fait marquant de la semaine. Enfin, nous découvrons ensemble l'histoire inspirante d'une agricultrice nigériane qui a fui l'insécurité pour cultiver l'espoir à Abuja. Vous pouvez également nous suivre en direct sur Facebook. Je suis ravi que vous vous joigniez à nous dans ce voyage de découverte et de dialogue. Encore une fois, bienvenue. Au Niger, les militaires au pouvoir ont dénoncé en fin de semaine dernière l'accord avec les États-Unis concernant le statut des militaires américains stationnés dans le pays, arguant qu'il est illégal, injuste et viole toutes les règles constitutionnelles et démocratiques. Notre correspondant à Niamey, Abdelrazak Idrissa, revient sur quelques réactions à l'annonce de cette décision. Suivez. La plupart des journaux ont fait leur une ce lundi sur le sujet. La présence militaire américaine au Niger n'est plus désirée. Les nouvelles autorités de Niamey n'en veulent pas. La présence américaine sur le territoire de la République du Niger est illégale et viole toutes les règles constitutionnelles et démocratiques qui voudraient que le peuple souverain, notamment à travers ses représentants élus, soit consulté pour l'installation d'une armée étrangère sur le territoire national. Ainsi, c'est par simple note verbale numéro 174 du 6 juillet 2012 que la partie américaine a unilatéralement imposé au Niger un accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la Défense sur le territoire de la République du Niger. Cet accord est non seulement profondément injuste dans son fond, mais également ne répond pas aux aspirations et aux intérêts du peuple nigérien. Pour les soutiens des militaires, c'est une sage décision. Les États-Unis ont peut-être oublié que depuis le 26 juillet 2023, le Niger n'est plus le même. C'est un autre pays qui a décidé d'assumer son indépendance et sa souveraineté et n'entend plus se faire dicter son comportement désormais. Le Niger est prêt à travailler avec tous les pays qui acceptent notre indépendance et notre souveraineté. Nous n'entendons juste pas désormais nous plier à la volonté d'un pays, quel qu'il soit. Les États-Unis ont près de 1000 soldats au Niger et une base de drones près d'Agadez dans le centre-nord du pays. Après les Français, ces militaires américains pourraient à leur tour plier bagages. Les derniers soldats français ont quitté le Niger à la fin décembre 2023. Le départ de toutes les troupes étrangères du sol nigérien a été le thème favori du coordonnateur du mouvement M62, Abdoulaye Seydou. Dans le cadre de la formation de notre souveraineté, nous n'avons besoin d'aucune présence militaire étrangère au Niger. Et quand je dis nous n'avons besoin d'aucune présence militaire au Niger, c'est y compris les États-Unis. Que cela plaît ou pas aux États-Unis, le Niger en liberté totale de pouvoir travailler avec n'importe quelle puissance, n'importe quel pays. Le plus important pour nous, c'est que ces partenariats-là, quelle qu'en soit sa nature, puisse être un partenariat transparent, redevable et qui affirme notre souveraineté. Nous avons dit par exemple qu'il n'y a pas lieu, en ce qui concerne nous, notre mouvement M62, juste de remplacer un colon par un autre. Pour le directeur de publication du quotidien privé, l'enquêteur,
il faut tout de même analyser cette situation avec une certaine prudence. Je suis distancié des États-Unis. Je pense que ça risque d'isoler davantage diplomatiquement le Niger. Et cet isolement n'est pas sans conséquences, donc il va avoir des conséquences, je pense, sécuritaires, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, parce que le Niger quand même est en proie à des attaques djihadistes depuis plusieurs années. Et les États-Unis, c'est un partenaire de développement de premier choix pour le Niger. La preuve, ils ont beaucoup de réalisations. En réaction à cette annonce des autorités nigériennes, Matthew Miller, porte-parole du département d'État américain, a fait savoir que Washington a pris connaissance du communiqué de Niamey et qu'il fait suite à des discussions franches et que les États-Unis sont toujours en contact avec la junte et fourniront de nouvelles informations si nécessaire. En rappel, cette décision fait suite à la visite d'une délégation américaine arrivée mardi dernier à Niamey, conduite par Molly Fee, la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines. Elle a pu rencontrer 2 fois le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen. Selon le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, cette délégation a fait montre d'une attitude condescendante pour dénier au Niger la liberté de choisir ses partenaires, notamment dans le domaine sécuritaire. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique. Washington considère la coopération militaire avec le Niger mutuellement bénéfique et vise à atteindre ce que les États-Unis croient être des objectifs communs pour détecter, prévenir et réduire la violence terroriste et créer un environnement propice à un développement économique et social. Nous sommes en contact avec les autorités de transition pour obtenir une clarification de leurs commentaires et pour discuter des futures étapes, a expliqué un porte-parole du département d'État. La délégation américaine avait été directe et franche au sujet des préoccupations américaines concernant le coup d'État, a déclaré une porte-parole du Pentagone. Nous avons été perturbés par la voie dans laquelle le Niger s'est engagé, a-t-elle déclaré à des journalistes. Les responsables américains ont exprimé leur inquiétude quant aux relations potentielles du Niger avec la Russie et l'Iran. Nous sommes en ligne avec Abdelrazak Idrissa pour continuer la discussion. Razak, bonsoir. Bonsoir Eric. Alors, quel rôle jouait précisément la présence militaire américaine au Niger en termes de lutte contre le terrorisme et de soutien à la sécurité nationale? Et quelles sont les implications immédiates de la décision des autorités de Niamey? Alors, sur le premier volet de la question, le rôle que les États-Unis jouaient dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, ce rôle est défini par cet accord que les nouvelles autorités ont dénoncé donc samedi dernier. Mais vous savez que jusqu'à la dénonciation de cet accord, les clauses n'étaient pas connues du grand public. Et ce qui est sûr, depuis que le Niger fait face à ces attaques terroristes, les États-Unis ont formé beaucoup de militaires, les forces spéciales notamment. Les États-Unis ont doté l'armée nigérienne, par exemple, d'avions, notamment le DC-130, plus précisément. Et puis, sur la question des renseignements, là, depuis tout le temps, les autorités nigériennes ont quelquefois regretté le fait que dans le cadre du partage des renseignements, les États-Unis n'ont pas toujours été là au moment où ils ont voulu. Donc, on ne peut pas a priori dire quel était vraiment le rôle, puisqu'on ne connaissait pas les termes de cet accord qui a été dénoncé, mais sur le terrain, quand même, on a vu plusieurs unités des forces armées nigériennes qui ont été formées aux interventions spéciales. Et quelles sont les alternatives, Razak, que le Niger pourrait envisager pour combler le vide laissé par le départ potentiel des forces américaines en termes de partenariat sécuritaire et de développement? Et rapidement. Alors pour l'instant, les nouvelles autorités n'ont pas donné en tout cas d'éléments sur ces perspectives. Elles ont juste dénoncé cet accord et ça leur reviendra peut-être, les nouvelles autorités en tout cas, de dire ce potentiel départ des forces américaines sur le territoire nigérien, si ça va créer déjà un vide et que comment ils vont combler ce vide, en tout cas dans le communiqué. Et même à la suite, les nouvelles autorités nigériennes n'ont pas dit quelles peuvent être les alternatives
ou les solutions de rechange par rapport à un potentiel vide que ce départ... Merci Abdelrazak Idrissa pour toutes ces précisions. Il y a quelques auditeurs qui ont réagi sur notre page Facebook. Charles Bazema dissocie les autorités nigériennes méritent des félicitations pour leur courage et leur détermination à défendre une souveraineté authentique. Aucune puissance étrangère n'est présente en Afrique dans le seul but du bonheur des Africains. Tant que nous dépendrons des autres, les Africains continueront à être malmenés. Il est important de dénoncer, mais la véritable souveraineté s'obtient par un travail acharné à tous les niveaux pour le développement de nos nations respectives. C'est le point de vue de Charles Bazema. Apollinaire Ilboudo, les États-Unis n'étaient pas activement engagés dans la lutte contre le terrorisme au Niger et au Sahel. Leur présence semblait plutôt axée sur l'espionnage de toute la région ouest-africaine. De plus, ils semblaient entraver l'établissement de partenariats justes et équitables dans la région. Signé Apollinaire Ilboudo. Cirque KS, il dit, la prétendue coopération internationale contre le terrorisme semble plutôt être un mécanisme de néocolonialisme brutal, expliquant les ressources et des sous-sols africains sous le prétexte du terrorisme. Leur agenda caché semble être de semer l'instabilité en finançant des individus armés. Alphonse Mbouaki, d'une part, l'Afrique aspire à prendre plutôt son destin en main et à ne plus dépendre de quiconque, même si la Russie et la Chine deviennent des partenaires vers lesquels l'Afrique se tourne. Ils ne pourront pas satisfaire tous les besoins du continent noir. En outre, ces nouveaux partenaires peuvent également abuser de leur coopération avec l'Afrique. Haruna Awina, il dit, le Niger est souverain, mais les décisions devraient être prises de manière démocratique, impliquant l'ensemble de la population plutôt que des individus avides de pouvoir. Les mercenaires comme Wagner ne peuvent pas remplacer l'armée nigérienne dans la libération de son peuple de l'oppression terroriste. Il est inapproprié de se cacher derrière des titres flatteurs de militaires sans proposer de projet ou de solution militaire pour libérer le pays. L'armée nigérienne semble plus intéressée par le pouvoir et le prestige que par l'efficacité au combat, ce qui risque de conduire le pays à sa perte. Voilà les quelques réactions de nos auditeurs sur Facebook. Nous approfondissons la discussion avec Ahmedou Ould Abdallah, directeur du Centre stratégique pour la sécurité du Sahel-Sahara, ancien fonctionnaire de l'ONU. Bonsoir, monsieur Abdallah. Bonsoir. Voilà. Quel rôle joue généralement la présence américaine dans la région du Sahel et comment son retrait potentiel pourrait-il modifier l'équilibre des forces et des alliances dans la région? Merci beaucoup. Les États-Unis, comme grande puissance, ont toujours eu une certaine présence dans la région. Au-delà des relations particulières de nos pays avec la France ou l'Angleterre, selon les cas. Et cette question qui se pose actuellement est pour moi assez importante parce que le Niger a des problèmes internes qui sont sérieux, le terrorisme, des voisins qui sont déstabilisés comme la Libye. Je pense que le militaire, comme stratège, ne doit pas ajouter aux difficultés actuelles d'autres. Et d'expérience, les comportements de ce genre, c'est-à-dire les ruptures brutales avec des pays qu'on peut aimer ou ne pas aimer, mais qui sont des pays solides, viennent des visiteurs du soir, c'est-à-dire des civils qui viennent pensant que c'est bien et donnent des idées qui n'engagent tout le monde, qui engagent tout le monde sauf eux. Ce que je veux dire, même sans avoir tous les éléments à l'origine de cette rupture, je pense que les militaires au pouvoir comme stratège doivent être vigilants et ne pas suivre les démagogues civils et autres et voir la place, le rôle, les capacités qu'ils ont. Voilà ma première réaction. C'est un peu de tristesse, pas qu'on soit pour ou contre, mais il faut faire attention quand on est responsable. Ce n'est plus les idées personnelles, ce n'est pas le temps des idéologies, c'est le temps d'être responsable. Un président militaire et aussi le chef de famille, le chef du pays, lui et son équipe, et éviter tout ce qui les divise, et en particulier nous les civils. Y a-t-il des conséquences diplomatiques prévisibles pour le Niger en se distançant
des États-Unis, en particulier compte tenu de la situation géopolitique complexe de la région. Mais tout à fait, et ils le savaient bien. Le problème, ce n'est pas de se distancer des États-Unis, et ils ont le droit de le faire, mais d'après les nouvelles qu'on voit, c'est après des visites en Russie et en Iran. Ils ont parfaitement le droit d'avoir des relations amicales avec la Russie, avec l'Iran et d'autres pays, mais ne pas entrer dans le jeu qui peut les dépasser, pas parce qu'ils sont incompétents, mais nos pays n'ont pas les structures de gérer les problèmes internationaux. On est du Sahel, on est face à des problèmes internes sérieux, en général nord-sud, est-ouest, éleveurs, paysans, et ajouter des crises à la crise. Je parle comme aîné, et je parle par conviction, et je parle par expérience. Je pense qu'il faut éviter les fuites en avant qui, je suis sûr, une fois de plus, ne viennent pas des militaires eux-mêmes, mais des conseillers au culte du soir ou des gens qui sont mécontents ou qui veulent négocier autre chose. Et voilà ma réaction. Elle peut apparaître prématurée, elle peut apparaître primaire, mais je le dis avec conviction et je peux le répéter. La diplomatie, c'est la finesse, et on a vu où les positions extrêmes ont mené les dirigeants et leurs pays. Oui, et comment cette décision du Niger pourrait-elle influencer les dynamiques géopolitiques dans la région, notamment en ce qui concerne les intérêts et les interactions entre les acteurs régionaux et internationaux? Il nous reste 30 secondes. Le problème est simple, c'est-à-dire avoir sur le terrain Russes, Iraniens et Américains mécontents, on se crée des problèmes. Est-ce qu'ils ont les capacités de les gérer? Je l'espère. Voilà ce que je peux dire sur cette question, d'éviter une guerre froide qui nous dépasse, alors qu'on a une crise interne, terrorisme, frontières, trafic de drogue, d'or, et ainsi de suite, et crise au Soudan à côté, un peu du nord Nigeria, et la Libye qui est frontalière avec les immigrés et les trafics. Je le dis comme aîné, pensant à nos frères du Niger, d'éviter, nous les civils qui les visitons le soir et donnons des conseils. Merci beaucoup, Ahmedou Ould Abdallah, pour votre perspective, votre analyse sur la situation. Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations à influence étrangère, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com et toutes nos plateformes digitales. La crise sécuritaire au Burkina Faso a des répercussions étendues sur l'économie du pays, touchant divers secteurs, dont celui de l'exportation du bétail, en particulier dans la région de la boucle du Maune, fortement affectée par le terrorisme. L'accès à la viande de ruminants domestiques est devenu extrêmement difficile. Gilles Dasda, l'un de nos correspondants, s'est rendu dans la zone pour examiner de plus près cette situation alarmante, au-delà de la tragédie humaine que représentent les déplacements internes. Suivez. Au marché de bétail de Dédougou, communément appelé Garbal, les tractations sont en cours entre clients et vendeurs. Dans cette localité située dans une zone à fort défi sécuritaire à 230 km de Ouaga, réussir à vendre les animaux est le rêve de tous les vendeurs. Les bêtes se font de plus en plus rares, aux grandes dames de Hamidou Diallo, vendeur de bétail. On a trop de soucis ici. Cela fait plus de 30 ans que je vends le bétail. Mais actuellement, personne ne peut aller dans les villages pour en payer, au risque de ne pas revenir. À ce jour, on ne peut aller à plus de 7 à 10 km pour chercher les animaux. On peut encore aller dans des villages comme Fapuna, Oulani, Tchériba. Au-delà, on prend le risque de ne plus revenir vivant. Actuellement, on ne dispose pas de plus de 20 têtes dans nos enclos. Avant, les bêtes venaient de Boura, de Di, de Sono. Actuellement, toutes ces zones sont inaccessibles. Au Garbal, le bétail arrive au compte-gouttes.
surtout les petits ruminants. Rien à voir avec la période faste dont se souvient Victorien Yen, lui aussi vendeur de bétail. Avant, on pouvait avoir une dizaine de têtes de petits ruminants à vendre par jour. Mais actuellement, on en reçoit 2 ou 3 au quotidien. On se débrouille avec cela. Ça se répercute sur le prix de la viande. Avant, il était facile d'avoir 500 francs de viande. De nos jours, c'est de plus en plus difficile d'en avoir à ce prix-là. À Dédougou, les femmes sont les premières à ressentir cette hausse des prix du coût de la viande au marché. Biba Koulibaly, ménagère, ne nous dira pas le contraire. Auparavant, on payait la viande à 300 ou 500 francs. Actuellement, il faut minimum 1000 francs pour avoir de la viande fraîche. C'est vraiment difficile. Imagine, tu n'as que 1000 francs pour la popote. Pour la sauce, c'est un casse-tête. C'est difficile. Et les complaintes des dames, les bouchers de Dédougou les ressentent au quotidien. Le prix de la viande augmente et ils n'y peuvent rien. C'est le cas de Bouba Guité, boucher, contraint par les faits. Avant que certains villages ne soient déguerpis par les terroristes, tout allait bien. On se faisait des bénéfices. Actuellement, rien ne va plus. Les localités où nous partions payer le bétail ont été déguerpies et les habitants ont rejoint Dédougou. Les rares animaux que des vendeurs nous apportent sont trop chers. Les chèvres que nous achetons à 15 000 francs CFA coûtent 25 000 francs de nos jours. D'autres qui valaient 30 000 sont montés à 40 000, voire 45 000 actuellement. C'est inaccessible. Comme pour les autres intervenants de ce reportage, ce boucher n'a qu'une espérance en tête. Notre prière est que le pays retrouve la paix. Tous ces problèmes sont dus à la crise sécuritaire. Si la paix revient, tout ira mieux. Dédougou souffre depuis un certain temps de multiples difficultés, dont celle de l'approvisionnement en bétail et viande. Les populations espèrent un dénouement heureux. En attendant, elles prennent leur mal en patience face au coût des produits tels la viande qui continue de croître. Gilles Dasda de retour de Dédougou, VOA Afrique. Nous passons maintenant au Nigeria où la récente augmentation des enlèvements a exacerbé l'insécurité avec plus de 200 écoliers récemment enlevés dans les États de Kaduna et Sokoto dans le nord du pays. Ces incidents s'ajoutent à une série d'autres enlèvements de masse dans la région au cours des dernières semaines. C'est notre fait marquant de la semaine et nous en parlons avec Gilbert Tamba, notre correspondant à Abuja. Gilbert, bonsoir. Bonsoir Eric et bonsoir à tous. Alors, pouvez-vous nous fournir une mise à jour sur le sort de ces écoliers enlevés? Et y a-t-il eu des développements dans les efforts pour les retrouver, les libérer en toute sécurité? Alors, peu d'informations filtrent jusqu'à présent sur les négociations. Mais ce qu'on sait, c'est que les forces de sécurité nigérianes sont toujours à la recherche des élèves enlevés dans les deux États. Et ce n'est pas tout. Le nombre de personnes enlevées désormais dans l'État de Kaduna a augmenté dimanche, lorsque quelques 87 personnes ont été encore enlevées dans le même État. Donc l'armée affirme tout mettre en œuvre pour retrouver les personnes enlevées. Pour rappel, vous le savez certainement, les hommes armés non identifiés qui ont mené ces différents rapes demandent le versement d'une rançon, ce que le président nigérian Bola Tinubu a rejeté. Il a insisté que le Nigeria ne versera pas un seul naira pour la libération des élèves. Donc, les recherches se poursuivent. Gilbert, comment les médias locaux traitent-ils cette information sur les enlèvements massifs? Y a-t-il une attention particulière portée à ces incidents et quelle est leur portée médiatique par rapport à d'autres événements? Écoutez, les médias nigérians ne réservent pas une place spéciale dans la couverture des multiples enlèvements au Nigeria, comme ils le font par exemple dans la couverture des activités politiques et comme cela intéresse aussi les médias internationaux. Les informations d'enlèvement sont diffusées ici dans les médias locaux lorsque les rapes se produisent. Ce n'est pas toujours à la une de leurs événements. Probablement, c'est parce que le phénomène est récurrent. Les enlèvements nigérians sont devenus récurrents. Les gens ont même appris à accepter puisque
Et comme je vous le dis, c'est vraiment récurrent. Et donc, il s'intéresse plus à ce que dit le président nigérian ou ce que dit ou fait un gouverneur dans un État. Donc, les médias locaux ne se donnent pas surtout le temps d'aller à la rencontre des victimes ou des populations pour prendre leurs témoignages et savoir exactement ce qui se passe. Merci Gilbert Tamba pour toutes ces précisions. Nous allons continuer à suivre l'évolution de cette situation et notamment les forces de l'ordre qui sont à la recherche de toutes ces personnes qui ont été enlevées. Merci Gilbert. Nous restons donc au Nigeria où cette montée de l'insécurité marquée, je vous le disais tout à l'heure, par une vague d'enlèvement perturbe gravement la vie quotidienne dans le pays, touchant même les agriculteurs contraints d'abandonner leurs terres face aux menaces des groupes armés. Pour faire face à cette situation, Brigitte Okpokoro, une agricultrice ayant fui son village, a trouvé comme solution de pratiquer l'agriculture de proximité à Abuja et ses environs. Nous l'avons rencontrée chez elle dans la capitale nigériane où elle nous a raconté son expérience. C'est un reportage de Gilbert Tamba. Devant son appartement dans le luxueux quartier de Wuyé de la capitale fédérale Abuja, Brigitte Okpokoro se lève tous les matins pour arroser ses plantes agricoles. Une activité qu'elle pratique depuis 2018 dans le territoire de la capitale fédérale et de ses environs. J'enseigne aux gens comment s'autonomiser dans le secteur agricole et puis, plus important, je leur apprends à cultiver des aliments frais et sains dans les espaces limités dont ils disposent. Et jusqu'à présent, moi et mon équipe, nous avons pu former près d'1 millier de personnes. Le Nigeria traverse une crise sécuritaire depuis plusieurs années, une bonne partie du territoire national étant sous la menace des groupes armés, obligeant des centaines d'agriculteurs à abandonner leurs terres agricoles dans plusieurs États. Brigitte Okpokoro mène des activités agricoles dans différents districts situés à la périphérie de la capitale, comme ici dans cette banlieue. C'est l'un des endroits où nous exerçons nos activités, un peu hors de la ville, en périphérie. Comme je l'ai mentionné auparavant, obtenir un terrain en milieu urbain est généralement très difficile, mais nous avons ce petit terrain que nous avons sécurisé ici, où nous plantons des arbres. Actuellement, elle s'intéresse à la culture des légumes comme le concombre. Les femmes nigérianes ont un accès limité au foncier, mais ce n'est pas un obstacle pour elles. Cela n'a pas vraiment été un défi, car comme je l'ai dit, nous utilisons l'endroit dont nous disposons pour pouvoir créer cet environnement qui fonctionne pour nous. Nous avons été capables d'utiliser des outils, des techniques et des méthodes efficaces pour y parvenir, même s'il y a des difficultés d'avoir accès à la terre. Il y a un autre problème pour Brigitte Okpokoro, l'accès à l'eau qui affecte l'irrigation. Une situation qui affecte ses activités agricoles pendant la saison sèche. La capitale fédérale confrontée à des températures élevées de chaleur en cette période. Avec son équipe de 7 personnes, Brigitte Okpokoro est optimiste et appelle à la contribution de tous pour combler le déficit alimentaire auquel le pays fait face. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja. C'est la fin de cette édition de Focus Sahel. Merci à notre public qui nous a accompagnés dans ce voyage au Sahel. Merci également à nos invités qui ont partagé avec nous leurs expertises et leurs points de vue. Enfin, je tiens à saluer le travail de nos correspondants qui se sont surpassés pour vous apporter ces nouvelles de la région. Eric Manelakiza était avec vous au micro, Lionel Runanela Gahima et Trésor Matondo ont assuré la réalisation et la mise en onde. Nous vous remercions d'avoir écouté Focus Sahel et nous vous disons à bientôt. Au revoir.